Voilà, nous revoilà en direct pour cette édition spéciale avec Yann de Carte du Monde, Carte du Monde, donc pour parler aujourd'hui de deux candidats, de deux visions de l'Amérique pour se demander à quoi ressemblerait une présidence Trump, à quoi ressemblerait une présidence Kamala Harris. On vient de parler de l'OTAN et donc forcément on a déjà empiété un petit peu sur le sujet. Si on parle de l'OTAN, on doit parler de la situation avec l'Ukraine. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de où nous en sommes? Qu'est-ce que ça représente pour les États-Unis, ce qui est en train de se passer en Ukraine avec la Russie? Quand tu entends, qu'est-ce que ça représente pour les USA, la guerre en Ukraine? Tu veux dire en termes d'intérêt géopolitique, en termes de livraison d'armes, en termes Faisons les de... deux. Faisons les deux. Faisons les deux. Parlons financier, mais aussi géopolitique, parce que je pense que le géopolitique peut-être explique le financier. Je sais pas. Mais bon, allons-y. Let's go alors. Alors déjà, d'un point de vue purement financier, on estime à peu près que les promesses d'aide, j'appelle ça les promesses d'aide à l'Ukraine, tout pays confondu, sont à peu près de 300 milliards d'euros. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 300 milliards d'euros déboursés en aide, parce qu'il y a les promesses et ensuite des fois il y a le temps que ça arrive. Et l'aide américaine représente un total de à peu près 98,4 milliards de dollars. Donc c'est supérieur au budget de la défense française sur un an. Hein. Donc c'est pour donner un ordre d'idée. Donc sur le plan des dépenses, notamment militaires, c'est gigantesque. On va pas se leurrer. Après, il faudrait comparer, et ça, j'ai pas les chiffres, au prix de l'intervention américaine en Afghanistan ou en Irak, combien ça a coûté pour essayer d'avoir un petit ratio en termes de dépenses. Sur le plan géopolitique, comme je disais, à un moment, Obama avait dit à son époque, quand il était président, que la Russie était devenue une puissance, une moyenne puissance. Et en fait, c'était complètement dans leur réorientation géopolitique de on se désengage de l'Europe, l'Europe c'est plus notre problème, on se désengage progressivement du Moyen-Orient pour tout tourner vers la Chine. Et donc là, en fait, cette guerre a réaspiré l'Amérique sur le continent européen en, euh, en première ligne au niveau de l'aide. C'est pour ça que l'aide américaine, elle est quasi existentielle pour la survie de l'Ukraine. Comme je le disais, 98 milliards sur 300 milliards de promesses d'aide, c'est un tiers de l'aide à eux seuls, avec surtout beaucoup d'armes, de véhicules, de munitions. Voilà, c'est un intérêt extrêmement important, et après on en parlera plus tard, de Taïwan, mais cette guerre fait écho aux tensions entre la Chine et Taïwan, parce qu'automatiquement, c'est l'aide occidentale est scrutée avec attention par tout un tas de pays, la Chine en premier lieu, mais pour voir est-ce que, pour le dire de manière générale, euh, l'Occident arrive à tenir une guerre conventionnelle, arrive à soutenir ses alliés, ou est-ce qu'elle les lâche? Et si elle les lâche, ou si elle, même en maintenant l'aide, n'arrive pas à aider son allié, ça donne une image pardon, de la capacité des pays occidentaux et de l'Amérique à soutenir ou non des alliés. Donc c'est primordial dans l'image, parce que si on arrive à gagner, si l'aide est suffisante pour que l'Ukraine gagne, le message il est passé. Vous attaquez un allié, vous inquiétez pas, on va soutenir massivement jusqu'à ce que vous cédiez et il n'y aura pas de problème en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair Non, non, dans mes t'as propos. été très clair et ça me permet de revenir sur ce thème qui me fascine toujours de la répétition de l'histoire, quelque part, parce que donc tu parles de ce pivot d'Obama vers la Chine et puis des États-Unis vers la Chine et finalement qui est empêché parce qu'il y a des événements au Moyen-Orient et puis des événements en Europe. On a tendance parfois à oublier, donc on va faire ce rappel historique qui marque cette histoire de répétition de l'histoire, lorsque George W. Bush, donc le fils de George H. Bush, devient président en 2000.
le discours de Bush est de dire le Moyen-Orient, tout ça, c'est terminé. Hein, on est avant évidemment l'Irak et compagnie. Donc tout ça, c'est terminé. La menace du siècle qui s'ouvre, il est élu en 2000, cela va être la Chine. Et dans son administration, lorsque il arrive en place le 20 janvier 2001, tous ses conseillers jusqu'au ministre des Affaires étrangères, le Secretary of State, ce sont des gens qui sont spécialistes de la Chine, en disant voilà, ça va être la prochaine zone de conflit, ça va être l'endroit où la géopolitique va se décider, donc on va faire tous les efforts. Et puis arrive le 11 septembre 2001, et à partir de là, d'ailleurs, on a reproché à Bush quelque part de ne pas avoir été actif suffisamment sur ces questions de montée du terrorisme islamiste, en disant ben voilà, vous étiez trop concentré sur la Chine. Donc, c'est pas une théorie du complot, mais à chaque fois que les Américains décident de se dire ben tiens, on va se concentrer sur la Chine parce que c'est là que sont les prochains enjeux, il se passe quelque chose sur d'autres territoires, et donc aujourd'hui l'Ukraine avec effectivement, comme tu l'as dit, cette obligation de démontrer aux autres puissances dont la Chine, hein, c'est pas qu'une réponse à Poutine, dont la Chine, que si vous attaquez un allié, on est là. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'intervenir sur le terrain, qui est un énorme soulagement, je ne te le cache pas, du côté américain. S'il avait fallu envoyer des troupes aux États-Unis, des États-Unis en Ukraine, sans même parler d'escalade, mais rien que de symbolique en période électorale, ça aurait été un véritable problème qui aurait fait imploser, à mon avis, le parti démocrate. On n'en est pas là. Donc voilà, donc je voulais préciser sur ça. Et justement, tout à l'heure, on a commencé par Donald Trump. On va un petit peu changer. Est-ce que tu peux nous expliquer la position de Kamala Harris? Quelle serait sa position si en novembre prochain elle est élue? Et est-ce qu'il y a une différence dans sa position avec celle du président toujours en exercice? On a tendance à l'oublier, mais Joe Biden est encore au pouvoir jusqu'en janvier prochain. Est-ce que tu sens une différence là-dessus, ou on est dans la continuité? Alors, techniquement, on est vraiment dans la continuité avec des déclarations qui vont dans ce sens d'un soutien total à l'Amérique, de toute manière, à l'Ukraine. Et dans tous les cas, des sondages que j'avais vus, je crois que c'est les 2 tiers des Américains qui sont favorables à continuer à l'aide à l'Ukraine. Après, à quel degré, ça, c'est une autre question. Après, l'un des sujets importants qui semble se débloquer de plus en plus, c'est qu'en fait, chaque fois face à Poutine met toujours des lignes rouges. Pas d'avion, pas de ceci, pas de, pas de missiles qui puissent toucher mon territoire, etc. Et Exactement. Pas chacune de de ces missile lignes, américain utilisé pour pas de frapper mon missiles territoire. américains. C'est ça. Et à chaque fois, ces lignes sautent. Et là, j'ai un léger doute. J'ai un très léger doute sur la chose parce qu'à chaque fois, ça vient, enfin, ça va dans les deux sens. C'est toujours un peu flou. Mais côté Maison Blanche, si je ne me trompe pas, maintenant, il y a le feu vert pour utiliser les armes américaines pour toucher des infrastructures militaires en territoire russe. Exactement, Et non euh, civil. non, La nouvelle ligne rouge, elle est là, c'est non civil. Ouais. c'est ça, des structures, on ne touche pas des structures non civiles. Et alors après, moi, je suis pas expert en armement militaire, c'est-à-dire que vous me mettez un véhicule, un tank ou un autre, je pourrais pas vous dire s'il est allemand, s'il est français, s'il est américain, mais j'ai un léger doute si dans l'offensive ukrainienne à Koursk, il n'y a pas du matériel, des véhicules américains, enfin qui ont été livrés par les Américains, qui sont sur le terrain. De toute manière, il y a des véhicules français, il y a les VAB qui ont été filmés en territoire ukrainien et finalement à chaque fois en territoire russe, et finalement la ligne rouge, pas de réaction en fait. Et ça, je reviendrai sur ce que disait John McCain de son temps. C'était, je crois, en 2014, une fois que la Crimée avait été annexée par Vladimir Poutine. John McCain avait dit, je vais reprendre un peu approximativement ses Mhm. propos, Vladimir Poutine ne respecte qu'une seule chose, c'est le rapport de force, et il déteste une chose par-dessus tout, c'est la faiblesse.
ce qui résume plutôt assez bien, je pense, le, le, le rapport de force diplomatique. Et donc, Kamala Harris, pour revenir sur le sujet initial, ligne droite par rapport à Joe Biden, une aide, on continue de soutenir, pas de problème. Après, la question, elle sera toujours la même, c'est la division entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, j'intègre dans les pays de l'Ouest les USA, jusqu'où on pousse le soutien et jusqu'où on veut une défaite ou non de la Russie. Parce que certains à l'Est seraient plus favorables à une défaite totale de la Russie, donc une implosion du système, hein, avec un risque d'implosion de la Russie. Et côté Ouest, il y a toujours quand même, on va dire, cette manière de... On a peur que la Russie implose. Parce que si elle implose, c'est possiblement un changement de régime, possiblement une explosion de son territoire, parce que souvent c'est oublié, parce que la Russie n'a pas eu un passif colonial en Afrique ou ailleurs, mais l'histoire de la Russie, c'est une histoire impériale au niveau de l'annexion de groupes ethniques, de groupes sociaux assez différents, et donc il y a cette peur que la Russie puisse imploser, et donc la peur derrière, c'est où va basculer tout l'arsenal nucléaire. C'est toujours une lame de fond qui terrifie une partie de l'Ouest, alors que l'Est, plus radical souvent sur sa position. Ouais, et puis il y a cette croyance qui a toujours été présente en termes de politique internationale américaine, de dire que tu es toujours mieux avec un ennemi que tu connais qu'avec un nouveau élu dont tu n'as aucune idée dans comment il va réagir face à une crise, comment il va former des alliances derrière. Donc on est dans cette espèce d'équilibre extrêmement particulier où il faut projeter de la force sans aller dans une escalade qui serait négative pour tout le monde, sans faire basculer nécessairement Poutine parce que ça serait compliqué après. C'est vraiment une partie d'échec aux milliers d'enjeux différents ce qui est en train de se passer en Ukraine. Du côté de Trump, autant tu parlais de position relativement simple de Kamala Harris qui reprend la position de Joe Biden et qui est aussi, hein, il faut le répéter, c'est pour ça que d'ailleurs tous ces plans de financement sont passés, qui est une partie de la position des républicain modéré. Hein, c'est un soutien aux États-Unis. Ce n'est pas que les démocrates qui sont pour l'aide à l'Ukraine. Ça dépasse ce cadre-là. Le soutien à l'Ukraine, on le retrouve chez les indépendants. On le retrouve chez une partie des républicains modérés qui sont devenus modérés face à l'extrémisme de MAGA. Parce que aujourd'hui, de dire que par exemple Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président des États-Unis, c'est une républicaine modérée. Il y a 10 ans de cela, on vous aurait dit non, mais attendez, c'est une républicaine assez extrémiste. Et en fait, elle a des valeurs qui sont le soutien à la Constitution et le soutien aux alliés américains en disant voilà, si on abandonne un allié, c'est ce que tu disais à chaque fois, c'est si on abandonne un allié, on se met en position de faiblesse pour l'ensemble de nos relations Taïwan, mais les autres pays européens, et l'Ukraine est juste la première pièce. Donc Donald Trump, lui, on n'est pas dans cette logique-là. La, je sais que sa position, tu vas parfaitement, encore une fois, nous la résumer. C'est une position qui a évolué sur la forme. Dans les derniers discours, ceux que j'ai suivis, et entre autres celui de vendredi dans l'Arizona, il utilise désormais l'Ukraine pour deux choses, pour dire que il a la solution et que en fait il a la solution pour empêcher une troisième guerre mondiale, que Poutine n'aurait jamais envahi l'Ukraine si Trump était président, que lui, en 24 heures, 48 heures max, il peut résoudre cette situation. Et il faut le faire parce que nous sommes, selon Trump, à la veille d'une troisième guerre mondiale qui débuterait ou aurait débuté en Ukraine. On verra, il y a le même argument pour Taïwan d'ailleurs, hein, lorsqu'on se promène dans certains milieux conspirationnistes, que c'est de Taïwan que va naître la troisième guerre mondiale. Donc voilà, je vais te rendre la
parole. Est-ce que tu peux nous parler de cette position de Donald Trump actuelle, et puis peut-être on reviendra sur sa présidence, face à l'Ukraine? Alors, c'est assez intéressant parce que tu as dit une chose. À un moment, tu as dit que Trump disait s'il avait été au pouvoir, Vladimir Poutine n'aurait pas attaqué. Et il a dit la même chose, si je ne me trompe pas, par rapport à la situation entre Israël et le Hamas, en disant mais si j'avais été au pouvoir, personne n'aurait attaqué personne parce que tout le monde aurait peur de moi parce que je suis l'homme fort, je caricature, hein, l'homme viril que tout le monde craint, etc., etc. Donc ça, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois, il le martèle, et dans les deux cas, que ça soit pour l'Ukraine ou pour le conflit entre le Hamas et Israël, il dit moi, je peux rétablir la paix en 24 heures. À chaque fois, il le dit, mais sans préciser forcément comment, en fait. C'est ça qui est toujours Ouais. très Et délicat si avec je les peux entretiens un flou. Oui. me permettre d'interrompre 2 secondes sur ce fait, il n'aurait pas attaqué. Il y a dans son discours, il y a une escalade. Et dernièrement, bah, je pense d'ailleurs c'était dans sa conversation avec Musk sur X, il a même laissé sous-entendre, il le dit jamais comme ça parce qu'en fait lorsqu'il y a des documents qui sortent de la Maison Blanche, on se rend compte que ce n'est pas le cas, mais il sous-entend qu'il a menacé la Russie d'utiliser l'arme nucléaire s'ils envahissaient l'Ukraine, parce qu'il dit voilà, ça a toujours été le rêve de Vladimir Poutine, je l'ai vu dans ses yeux, et je lui ai dit voilà, Vladimir, si tu vas dans cette direction-là, je vais utiliser quelque chose. Et là, il raconte la réponse de Vladimir, c'est non, c'est pas possible, et Trump dit ouais, ouais, je te promets, je vais utiliser ça. Donc on en est là de dire que c'est non seulement un homme fort, mais que en plus de ça, c'est le président américain qui utilise la menace nucléaire pour maîtriser les futures menaces, donc par anticipation. Voilà, je te rends la parole, désolé, mais je voulais faire, j'y ai pensé juste quand on dit ça, je me suis dit il faut quand même le raconter, parce que ça va plus loin de simplement dire il ne l'aurait pas fait si j'étais là, c'était il n'aurait pas fait si j'étais là, parce que sinon j'aurais balancé une bombe nucléaire sur Moscou. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant avec ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, avec Donald Trump, on ne peut pas savoir si ce qu'il dit est vrai, ou si, enfin, au niveau des menaces qu'il aurait émis, ou si il fantasme et il invente un petit peu. Donc, c'est toujours un peu délicat. Est-ce qu'il a vraiment dit? En fait, c'est ça le doute. En fait, le personnage de Donald Trump génère toujours du doute autour de lui par rapport à ce qu'il raconte. Vis-à-vis de sa position, en fait, là, pour l'Ukraine, c'est simple, il répète, on va ramener la paix et mettre fin à la guerre. Souvent, ce qui est sous-entendu, c'est soit une réduction des aides à l'Ukraine, soit un arrêt total de l'aide à l'Ukraine. Donc, bien entendu qu'on amène la paix quand on arrête de fournir des armes à un pays qui se défend. Parce que s'il n'a plus de munitions, s'il n'a plus de véhicules, il peut plus se défendre, donc il n'a plus que Exactement. l'obligation de se rendre. Donc oui, la paix arrive, mais le pays se rend. Donc ça marche, hein. Techniquement sur le papier ça marche, mais à quel prix? euh, Et deuxièmement, c'est son colistier J.D. Vance, mais semble-t-il que la position de Donald Trump est assez partagée sur la chose, mais je pense que toi qui écoutes beaucoup plus les discours de Donald Trump, tu pourras le confirmer ou l'infirmer, c'est de dire soyons réalistes, l'Ukraine ne pourra pas retrouver ses frontières de 91, donc c'est-à-dire tout le Donbass ainsi que la Crimée, elle doit négocier la paix en cédant ces territoires-là. Ces territoires-là qui, je le rappelle, le Donbass est une région très riche en minerais, en fer, en cuivre et dans d'autres ressources qui sont stratégiques. Et la Crimée, c'est aussi le contrôle de la mer Noire, qui est une zone extrêmement stratégique. Donc, si on ampute ça à l'Ukraine, bah, ils ont plus grand chose, enfin, ils perdent beaucoup en termes de valeur économique, en termes de résistance. Donc, c'est la position qui semble être émise par Donald Trump et son colistier de la paix, oui, mais en fait, en réduisant les aides ou en les gelant complètement. Ouais, donc c'est exactement, tu as parfaitement résumé la position de Trump aujourd'hui, même s'il le dit avec beaucoup moins
beaucoup moins de clarté que ce que tu veux dire. Il sous-entend que de toute manière, euh, il revient même sur ce qui est un des thèmes de la droite américaine. On l'a vu du côté de Musk, on l'a vu du côté de Tucker Carlson, d'expliquer qu'en fait c'était un retour à ce qui appartenait à la Russie, en disant ben, voilà, quelque part cette solution de paix, c'est de considérer que ces territoires-là ben, restent à la Russie. Vance, c'est un petit peu plus compliqué, même si aujourd'hui, tu as raison, sa position c'est de négocier et d'abandonner aussi les territoires conquis. Lui, il est allé encore plus loin. Il a cette fameuse interview, un podcast qu'il fait, je pense, c'est chez Steve Bannon, où lorsque on lui pose la question de l'Ukraine, la réponse est en deux temps. Sa première qui vient droit du cœur, c'est de dire, de toute façon, l'Ukraine, j'en ai rien à faire, donc c'est plus notre problème, c'est si Poutine veut envahir l'Ukraine, il peut. Et la deuxième chose, après, c'est de retomber sur ses pattes sur cette question de America First en disant bah, cet argent que l'on utilise, ces milliards-là, évidemment, on oublie ce que tu as raconté tout à l'heure, qui est important, c'est que en fait, c'est du recyclage de milliards vu du côté américain, que ces milliards-là feraient mieux d'être utilisés pour aider l'américain moyen qui a des difficultés financières face à l'inflation, etc. Pourquoi je ne mets pas plus que ça en avant ces propos? Parce que c'est des propos qui ont été faits dans le cadre particulier, qui est sa campagne, qui est une campagne électorale, et donc c'est aussi le moment où on exagère pas mal ses propos pour être élu. Mais en tout cas, sa première réaction a été de dire j'en ai rien à faire. Et justement, on avait une question tout à l'heure, je crois que c'était sur YouTube, avant de rendre la parole à Anto un petit peu plus tard, qui est Daisy Le Rosan, qui nous demandait justement comment sont vues les relations Trump-Poutine par les dirigeants européens. Est-ce que il y a une ambiguïté? Est-ce qu'elles sont vues avec une certaine angoisse? Comment tu vois ça d'Europe? Alors, il y a une suspicion au niveau des relations entre Donald Trump et, euh, et le Kremlin, pour le dire simplement, parce qu'il y avait eu à un moment cette histoire de soutien pendant l'élection américaine des réseaux russes pour faire gonfler les narratifs pro Poutine. Et après, niveau Europe, ça diffère parce que l'Europe c'est plein de pays avec chacun ses positions. Mais par exemple, la Hongrie de Viktor Orban, elle adore Trump parce que Viktor Orban, lui, il est très proche de la Russie et lui, il veut une relation très forte avec la Russie. Donc, si Donald Trump arrive, pour lui, c'est bingo en fait, pour le dire simplement, parce que c'est les portes ouvertes au niveau d'une normalisation des relations. Dans d'autres pays, je vais continuer un petit peu sur l'Est, on a par exemple la Moldavie. La Moldavie, tout le monde l'oublie, ce petit pays extrêmement pauvre. Eux, ils sont en train, je vais le dire un peu simplement et caricaturalement parlant, ils sont en train de tambouriner aux portes de l'Union européenne pour rentrer au sein de l'UE parce ils sont terrifiés de l'influence russe chez eux. Donc, ils sont terrifiés d'une arrivée de Donald Trump. Et après, dans les pays, ça va être divisé selon les courants. Par exemple, en Allemagne, on a, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est l'AfD, le parti d'extrême droite allemand? J'ai un doute si c'est ça leur nom, parce que Ouais, je suis des fois c'est un peu ça. perdu dans le nom. Eux, ils sont plutôt favorables à Vladimir Poutine, tandis que, on va dire, les sociaux-démocrates, ils préfèrent un Joe Biden ou une Kamala Harris qui est dans la continuité des relations, dans la stabilité. En fait, c'est ça, c'est le cœur même du sujet, c'est la stabilité. On sait qu'avec Kamala Harris, il y a une ligne directrice, il y a une stabilité dans les relations. Avec Donald Trump, on l'a eu une fois et les relations étaient un peu mouvementées, un peu, ça secoue en fait. Donc, en fait, le rapport à Donald Trump va différer selon les courants politiques au niveau de chacun des pays et selon la position géographique et les intérêts de ces nations qui sont plus ou moins terrifiées par la menace russe, pour dire les choses simplement. Donc, donc voilà. Après, une victoire de Donald Trump, automatiquement,
donnerait des ailes, ou en tout cas boosterait, pour le dire simplement, ce qu'on va appeler les mouvements populistes en Europe, qui auront de nouveau un allié à la Maison Blanche, et donc qui auront une courroie de transmission, un effet booster dans leur rhétorique et dans leur narratif politique. Ouais, Voilà. ouais. Désolé, c'est pas tout blanc, tout noir, Non, c'est non, non, gris. non, non, c'est extrêmement intéressant. De toute façon, c'est quelque chose qu'on a vécu en 2016. Je me rappelle comment déjà on avait vu, je crois que c'était Marine Le Pen qui avait tenté d'être reçue à la Trump Tower par Donald Trump, donc qui avait fait le voyage tout de suite. Elle n'avait pas été reçue. Elle avait rencontré un conseiller de Trump au niveau sous-sol. C'est pas des blagues, c'est vraiment de la réalité. Ça s'était passé au niveau de la cafétéria de la Trump Tower, qui est effectivement dans le sous-sol. Mais on avait vu après comment les courants populistes, et pas qu'en France, avaient utilisé le fait que Trump soit au pouvoir pour dire, vous voyez, les États-Unis ont choisi de prendre, c'est la première puissance mondiale, de prendre un président populiste, et vous pouvez faire la même chose chez vous. On a une deuxième question sur, et après Anto, c'est promis, j'arrive vers toi, on a une deuxième question sur le chat de la chute sur YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne, hein, si vous aimez ce genre d'intervention. On en a plein d'autres de prévus dans les prochaines semaines. On va suivre évidemment le débat, les côtés procès, tous les détails de la campagne. Donc venez vous abonner, c'est complètement gratuit. Et cliquez sur la sonnette de notification. On a une question donc de Olivier qui nous dit, et elle est pour toi celle-là, ok, quel serait l'intérêt de Trump de lâcher l'Ukraine et donc par conséquent de créer une crise en Europe? Alors, je dirais de manière pragmatique, il n'y a aucun intérêt, de manière pragmatique, mais ça, c'est mon point de vue. Euh, Après, si on se met à sa place, si on essaye de se mettre à sa place, parce que c'est un peu plus compliqué, ce qu'il peut avoir comme intérêt, c'est il fait comprendre, c'est pas notre problème, nous, on se dirige vers la Chine, parce que ça, on en parlera plus tard. Démocrates et républicains, s'il y a bien un consensus sur lequel ils sont d'accord, c'est la Chine, c'est la menace, ça c'est notre problème. L'Ukraine, c'est le problème des Européens, etc. Et en même temps, après, il peut y avoir un effet d'aspiration intéressant. J'essaie de me mettre de son point de vue. C'est avec l'Ukraine qui tombe, l'Europe rentre en crise, mais l'Europe sera terrifiée, en fait. Elle sera terrifiée d'un risque d'expansion du conflit, que ce soit par la guerre hybride, c'est la guerre, pour dire simplement les choses, c'est la désinformation, voire des actes de sabotage, etc., ou par est-ce que le Kremlin va continuer d'avancer vers la Pologne ou vers les pays baltes. Et si il y a cette peur qui arrive encore plus fort dans les pays européens, qu'est-ce qu'ils vont faire, les pays? C'est simple, ils vont acheter encore plus d'armes. Et la production d'armes en Europe, on sait produire des armes, hein, certains pays sont des très bons producteurs, mais quand vous voulez commander, je dis les choses simplement, 500 chars, vous allez plutôt vous orienter vers les USA qui vont vous livrer ça plus rapidement que vers la France. Donc il peut y avoir cet intérêt de, ok, vous allez être terrifié, donc vous allez m'acheter des armes. Et là, cette fois, on va faire tourner le business. Là, j'essaie d'être de son point de vue, qu'il est Ouais, souvent dans un rapport complètement transactionnel. pragmatique et transactionnel qui est sa signature. Et c'était, en fait, on va pas plus détailler que ça parce qu'après on va revenir sur Taïwan, mais son arrivée en 2017, en janvier 2017 à la Maison Blanche et Taïwan, c'est aussi ce genre de rapport en disant ouais, je sais pas, donc ce sont des stratégies de négociation. Si vous voulez comprendre la manière dont Donald Trump mène sa politique internationale, allez lire The Art of a Deal, son premier livre signé par Donald Trump, parce qu'on sait que ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais donc signé où il raconte ses secrets de négociation et on les a retrouvés appliqués à la politique internationale. Et donc pour Taïwan, c'était à peu près la même chose, de dire ouais, je sais pas si on doit continuer, si on doit avoir cette politique de One China, et puis finalement, lorsque je crois ils se sont retournés vers lui et ils ont acheté un package d'armes, je crois que c'était plus de presque de 2 milliards de dollars. Les choses se sont aussi arrangées. Donc effectivement, il y a ce côté transactionnel qui est extrêmement important.
On va donner la parole à Anto. Donc cette fois-ci, on rebascule sur X. Je te remercie et je remercie d'ailleurs, j'ai pas eu trop le temps de remercier celles et ceux qui viennent soutenir la chaîne via Super Chat, super sticker sur YouTube. Merci à tout le monde. Heureux de voir que Yann, je te rassure, il n'y avait pas d'angoisse. Tout le monde se régale, tout le monde apprécie et on trouve ça super intéressant. Donc on va un petit peu continuer. Je vais donner la parole à Anto. Bon, bah, me revoilà. Alors, j'espère ne pas spoiler la suite. Donc, si jamais la question, vous allez y répondre après, ça sera très bien. Mais c'est lié quand même à l'Ukraine. C'est qu'on voit, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Ukraine, l'interventionnisme chinois est très important au niveau fourniture de matériel. Et même économiquement, il s'implante de plus en plus partout. Est-ce que, que ce soit Trump ou Kamala Harris, est-ce qu'ils vont laisser faire, les Chinois au risque de les laisser prendre le lead sur le côté gendarme du monde, même si c'est plus un gendarme économique. Et si c'est plus tard, c'est plus tard. Sinon, j'ai une autre question. Ça serait entre Trump et Harris, qui, vis-à-vis des lobbies des armes et de l'équipementier armé, a plus intérêt à supporter l'Ukraine au final. Ils ont quand même des campagnes à payer, des supporters, des lobbies qui poussent derrière eux, quoi. Ouais, ouais, non, c'est un aspect effectivement qu'il ne faut jamais oublier de la politique américaine et d'une campagne qui coûte de plus en plus cher. La campagne de 2024, comme la campagne de 2020 avant et la campagne de 2016 avant, et on va remonter chaque année, va battre, tous les 4 ans, va battre des records de dépenses de plusieurs milliards de dollars. Et donc c'est vrai que aussi il y a des pressions de certains lobbies qui vont se mettre plus vers un candidat ou vers un autre. Souvent les lobbies, hein, il faut garder, la NRA est un petit peu différente, il faut garder ça en tête, Anto, c'est que ils aiment bien hedge their bets, ça veut dire que ils aiment bien supporter les deux candidats en se disant ok, au moins si le candidat 1 perd, ça nous permettra de ne pas dire qu'on a tout perdu parce qu'on a aussi soutenu le candidat 2, ou alors on les voit, ça avait été le cas en 2017, en début de l'année 2017, lorsque Trump avait été donc élu en janvier 2016, avec des groupes de lobby qui avaient clairement soutenu Hillary Clinton et qui en fait ont été les premiers sponsors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump pour dire ok, on n'a pas choisi le bon mais on va vite venir compenser parce que maintenant le gars est président et nos intérêts comptent. Est-ce que tu as un sentiment que vu du côté tu en parlais tout à l'heure de cette puissance militaire américaine, il y a un camp choisi, qu'on préférait Harris ou qu'on préférait Donald Trump? Je ne sais pas si tu peux répondre à ça, mais est-ce que tu as ce sentiment-là de ton côté, Yann? Alors là, je pourrais pas répondre si, comme ça a été dit, les lobbies d'armement, enfin en tout cas de l'industrie militaire américaine ont une préférence entre Donald Trump et, euh, et Kamala Harris. Par contre, une chose que je peux te dire, et ça va être froid, ça va être pragmatique, ça peut paraître un peu morbide, mais par exemple le conflit en Ukraine, c'est un excellent terrain d'entraînement pour l'arsenal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'armes qui sont testées en conditions réelles, en fait. C'est horrible ce que je dis, Non, non. mais on teste du matériel en conditions réelles face à un usage intensif, parce que quand la pièce d'artillerie, elle doit tirer, normalement, on dirait, je vais dire une bêtise, hein, parce que je connais pas les chiffres, mais un obus toutes les 10 minutes, ben là, peut-être qu'il faut le faire tirer un obus toutes les 5 minutes, parce il faut envoyer. On met l'équipement dans des conditions climatiques qui varient, etc. Donc c'est la meilleure zone d'entraînement pour du matériel militaire, parce qu'on est dans les plus hautes intensités de guerre depuis très très longtemps. Donc de ce côté-là, horrible, mais Pragmatique. pragmatique. C'est de la réelle politique. C'est C'est de la... la réelle politique, exactement. Et je vais revenir vite fait dessus, et après je clôture sur la chose. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Le canon César français, et ben depuis qu'il a été vu opérer en Ukraine et qu'on voit tous les avantages qu'il a, les commandes ne font que d'augmenter. Et qui dit commande qui augmente, dit donc de l'argent qui rentre dans les caisses, donc ça veut dire, ok,
on augmente la production de ce type d'armes parce qu'elles sont demandées. Et donc, d'un coup, on est sur du matériel qui, des fois, a été produit en petite quantité, qui va devenir plus important en termes de production. Donc, un conflit, c'est une bonne chose pour faire sa promotion, en fait, dans, dans le business militaire, Ah pour bah, dire c'est parfait c'est assez parce que horrible, mais voilà. non, c'est horrible, mais c'est aussi une réalité. Un conflit, c'est une vitrine. Je me rappelle au tout début de ma carrière d'avoir travaillé sur un sujet qui était quasiment similaire, de faire le listing de toutes les inventions que nous utilisons au quotidien, qui étaient nées à l'époque pendant la Deuxième Guerre mondiale et de la nécessité de répondre à une crise immédiate. Et puis finalement, c'était resté et c'était des choses qu'on trouvait très pratiques. Comme quoi. Et donc, ça nous permet d'aller parfaitement sur la deuxième partie de la question d'Anto, qui est la Chine et l'Ukraine. Est-ce que la Chine, justement, est liée parce que c'est une manière de se positionner en termes de géopolitique, ou c'est parce que, justement, ils se sont dit c'est une belle vitrine pour notre matériel? Alors, pour la Chine, je vais reculer un tout petit peu avant parce qu'il disait dans sa question au niveau de l'influence. Il y a une carte, moi, qui me marque toujours, c'est quand on prend une carte de l'Afrique, je crois dans les années 60, et qu'on prend une carte de l'Afrique dans les années 2000, pardon, en 2000 et ensuite en 2020, où on voit qui est le premier investisseur ou avec lequel il y a le plus d'échanges. Et au début, on voit les Français, les Américains, etc. Maintenant, vous mettez une carte de l'Afrique, c'est rouge. Hein, c'est le premier partenaire, dans bien des cas, c'est la Chine. Donc elle a gagné sur ce terrain-là d'influence. Ensuite, pour revenir sur la guerre en Ukraine, la Chine, en fait, c'est simple, c'est extrêmement pragmatique encore ce que je vais dire, mais la Russie gagne, donc pile, ben la Chine, elle est contente parce que qui dit Russie qui gagne dit perte de l'influence de l'Occident et perte de l'influence de l'image de l'Amérique, notamment en soutien à ses alliés. Et l'Amérique a des alliés tels que le Japon, les Philippines, la Corée du Sud, etc. Donc, ça détériore son image. Donc, elle peut grossir son influence dans la région avec moins d'entraves. Et côté face, la Russie perd. C'est pas grave, dans le sens où avec toutes les sanctions européennes, américaines, l'économie russe s'est beaucoup tournée sur le marché chinois. Donc en fait, donc la Chine reprend en fait la main économiquement sur la Russie. Et il y a une chose aussi qui est souvent peu ou pas perçue, mais la Russie, une fois que vous dépassez Moscou, il n'y a plus d'habitants. Enfin, il y a un habitant tous les je ne sais pas combien de kilomètres. Hein, je suis horrible dans mes propos. Et quand on arrive sur la frontière russe-Chine, souvent il y a plus de Chinois que de Russes. Et ce sont des entreprises chinoises, souvent, qui investissent massivement dans le territoire russe, aux zones frontalières. Donc en fait, si la Russie perd, la Russie sera encore plus dépendante de la Chine, et donc la Chine y gagne encore, parce que, entre guillemets, elle cannibalise son voisin, et il faut le rappeler, au niveau de la Chine, il y a souvent une mémoire qui est longue, nous on l'oublie. Euh, il y a eu des conflits frontaliers entre la Chine et la Russie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, après la sortie de la réunion des BRICS, et les BRICS, c'est cette réunion de pays du Sud global, pour le dire simplement, le Sud global qui à mon sens, ne veut pas dire grand-chose parce qu'ils ont tous des intérêts très différents. Et au lendemain de la réunion, la Chine publie une carte de son territoire et on voit qu'il y a des territoires russes qui sont colorés en territoire chinois parce qu'il y a des prétentions sur ces zones-là. Donc, en fait, la Chine, elle y gagne des deux côtés. En fait, si la Russie gagne, très bien, l'Amérique peut tomber à genoux, donc elle sera plus fragile. Si la Russie perd, c'est pas grave, on cannibalise un peu plus l'économie de notre voisin, donc c'est parfait. Surtout que il y a un petit peu ce rapport historique à l'époque de la guerre froide, où au début le Kremlin regardait de haut Pékin, et après ça s'est inversé, et maintenant c'est Pékin qui regarde de haut le Kremlin. Euh, donc ironie de l'histoire. Je sais pas si j'ai réussi à Non, 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 répondre. si, 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 et c'est vraiment
vraiment passionnant, ce concept de se dire que la Chine gagne toujours. Ça rappelle ce qu'on disait tout à l'heure sur les Américains qui disent non, non, la priorité c'est la Chine, mais à chaque fois ils sont embêtés dans leur dessein de se retourner vers la Chine. Donc c'est super intéressant. Je te propose, attends, je me retourne vers Thomas d'abord. Thomas, est-ce qu'on a une autre question sur le conflit ukrainien? Non. Donc tu vois, tu as été complètement clair. Je te propose une petite pause de quelques secondes et puis on va ouvrir notre dossier qui est forcément sensible parce qu'il est au cœur de l'actualité, il est au cœur de la campagne. C'est Israël, la Palestine, Trump et Kamala Harris. À tout de suite.